Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café et ce sera un épisode supplément de Tech Café très anglais, pratique, puisque ça va être la continuation d'épisodes que vous avez peut-être déjà écoutés autour de la mise en place de vos propres outils en matière d'intelligence artificielle. Bon, bien évidemment, si jamais vous ne voyez pas de quoi je parle, remontez de quelques épisodes dans le flux du podcast ou allez chercher sur techcafé.fr les précédents épisodes. Je suis Guillaume Vendée et je suis ravi de retrouver celui qui prend le temps de préparer ses supports pédagogiques comme les conducteurs des épisodes hebdomadaires de Tech Café. Et donc, je retrouve pour cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien pour ce supplément très anglais, mais en français quand même. Oui, très, très anglais, mais vous allez tout comprendre en français. Oui, tu l'avais déjà dit d'ailleurs quand tu avais préparé les dossiers autour de la mise en place des outils d'intelligence artificielle en pratique pour nos propres ordinateurs et nos propres services qui ont beaucoup plu. On a eu régulièrement des retours très positifs autour de la valeur service que ça apportait. Tu avais dit, il est probable qu'il faudra les actualiser à l'avenir. Voilà, c'est des choses qui peuvent évoluer. Bon, j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps que ça qu'on a diffusé les épisodes et là, on se retrouve là en février 2024 à les actualiser. C'est très bien déjà. Ça veut dire que, tu tiens tes engagements, que tu t'étais pas trompé et que ça bouge. Donc, c'est très, très cool. On va pouvoir en parler. Juste avant qu'on aborde ces sujets de fond, Guillaume, je voudrais quand même souligner, comme il se doit, le soutien de Bungood qui a accepté de rejoindre Patreon, patreon.com/techcafé, pour nous soutenir financièrement dans la démarche de vous apporter ce podcast avec un format audio qui soit hyper accessible et même plaisant, on ose à le penser, à écouter, mais qui vous apporte aussi une info très qualifiée, à la fois une information chaude quand c'est des actualités hebdomadaires et une actualité un petit peu plus froide, mais pas si froide que ça finalement, quand c'est par exemple des dossiers autour de l'intelligence artificielle. Donc merci beaucoup à toi, en tout cas Bungood, d'avoir accepté de nous soutenir et merci beaucoup à vous d'envisager de faire comme lui et d'aller sur patreon.com/techcafé. En échange, vous profitez des épisodes de podcast sans la pub et puis vous accédez au live, on espère mensuel, et au replay de ces lives qui ont lieu souvent des jeudis soirs, le dernier ayant eu lieu tout début février. Il parlait d'Obsidian, un outil de prise de notes en Markdown avec une philosophie assez intéressante et qui le rend très pratique pour des usages divers et variés. On vous rappelle aussi qu'on compte sur vous pour venir déposer des commentaires sur techcafé.fr et discuter entre vous et avec nous sur les serveurs Discord, techcafé.fr/Discord. Et juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je dois aussi annoncer à nos auditeurs que tu as préparé certes une actualisation pour les dossiers de fond sur les modèles de langage, les LLM, mais également pour la production graphique, puisque tu avais déjà bossé avec la mise à disposition de notre propre outil Stable Diffusion en local. Et ce sera l'objet d'un autre épisode supplément où on pourra compléter et s'actualiser autour des services. Guillaume, premier patch, en tout cas, ça concerne les modèles de langage. Est-ce que tu peux nous tenir au courant, déjà peut-être de ce qui n'a pas trop changé? Déjà, on va se rassurer comme ça. Oui, ça n'a pas raté. Il va falloir faire des mises à jour, effectivement. Alors, vous inquiétez pas, tout ce qui concerne les parties un peu plus théoriques, évidemment, ça reste vrai sans aucun changement. Ouais, dans les grands principes. Oui, dans les grandes lignes, tout reste valable. Les logiciels que je cite d'ailleurs ont vu arriver plein de mises à jour et de nouvelles fonctions, mais globalement, ils sont toujours là aussi. Par contre, les modèles qui sont conseillés sont moins d'actualité aujourd'hui. Ils ont été surclassés par des trucs qui sont bien plus puissants. Bon, les techniques ont évolué. Il y a des nouveaux logiciels aussi. Là, effectivement, que ce soit pour Stable Diffusion ou les LLM, il y a aussi pas mal de nouveautés quand même. On va essayer donc de faire des mises à jour. Donc c'est le premier patch, les épisodes pratiques. On va commencer avec les modèles de langage sur la génération donc en local de texte. Et voilà. Donc on va pas tout refaire évidemment, juste revenir sur ce qui a changé, ce qui n'a pas changé effectivement. Je sais que si vous suivez le sujet, vous êtes peut-être tombé dessus aussi et peut-être qu'il y a des choses qui vous surprendront pas parce que si vous êtes tombé dedans et que vous suivez le truc, vous êtes probablement déjà au courant. Mais bon, au cas où, ça peut éventuellement donner envie à ceux qui n'auraient pas encore sauté le pas. On va essayer de faire une petite revue de tout ça en commençant par les modèles, parce que c'est peut-être là, finalement, que les choses ont le moins changé, et pourtant, il y a quand même beaucoup de trucs à dire. Alors, ce qui n'a pas changé, effectivement, c'est pour faire tourner son chat GPT à soi, globalement, tout ce que j'ai dit dans l'épisode précédent tient toujours. Je ne vais pas revenir en détail sur comment ça fonctionne, modèle de langage, ni les samplers. Tout ça, ça reste valide, en ce qui concerne les principes fondamentaux. Donc, en 2 mots, un modèle de langage, c'est un gros réseau de neurones qui est un prédicteur du mot qui suit dans une phrase. On utilise cette prédiction pour compléter la phrase. Le choix du mot se fait par un algorithme qui est par ailleurs différent, qui s'appelle le sampler. Et on complète comme ça mot à mot le texte qui peut
mais pas du tout c'est pas du tout obligatoire de prendre la forme d'une conversation. Tout se passe donc dans une fenêtre de contexte qui est de longueur fixe, qui constitue la mémoire du modèle, du chatbot, et qui peut, et c'est nouveau, être assez longue. Donc, en théorie, certains modèles plus récents, ceux qui existaient, ceux qui existaient à l'époque du premier épisode, peuvent aller jusqu'à une mémoire de 200 000 tokens, avec plus ou moins d'efficacité, cela dit. Le modèle Mixtral, par exemple, a une mémoire de 32 000 tokens, ce qui correspond en anglais à environ 24 000 mots, un peu moins en français. Donc les phrases sont encodées donc, via un découpage en tokens, on l'a dit plein de fois, donc qui sont des mots ou des parties de mots qui sont ensuite encodées, comme lettres en ASCII, quoi. Ensuite, une fois qu'on a ce codage-là, tout ça c'est vectorisé, entre guillemets, vectorisé, c'est-à-dire on a une représentation mathématique, abstraite, que comprennent les modèles de langage, que comprend le réseau de neurones, c'est ça qui mange, lui. Donc en général, en anglais, les mots courts sont représentés par un seul token, les plus longs par 2 ou 3, exceptionnellement. Les découpages se font par un logiciel spécifique qui s'appelle le tokenizer, et chaque type de modèle utilise un tokenizer différent, possiblement. D'ailleurs, celui d'OpenAI est par exemple très adapté en anglais, mais moins au français, qui utilise en moyenne plus de tokens. Et c'est une raison pour laquelle les logiciels qui font tourner les modèles ne sont pas d'office compatibles avec tout ce qui sort. Il faut un certain travail quand même, parce que, par exemple, il faut que le tokenizer soit compatible. Alors, en ce qui concerne tout ça, justement... Tu viens de nous regarde. résumer les précédents épisodes en 2 minutes 30. Franchement, chapeau! Parce que, en fait, dans les grandes lignes, c'est quand même hyper complet ce que tu viens de faire comme résumé. Mais allons-y. Ah bah oui, j'écoute. Enfin, en tous les cas, tout ça pour dire en fait que les sampleurs dont on a parlé, bon, tout ça, ça reste, ils sont toujours là, il n'y a pas de problème. Mais il y en a un nouveau qui s'appelle MinP et qui est pas mal utilisé. Et MinP, on va un peu expliquer ce que c'est que MinP. Alors, la situation de base, c'est que on a un texte et on veut le compléter. Bon. Donc on le file à manger au modèle et on obtient sa prédiction. Donc sa prédiction, c'est une valeur de probabilité pour chacun des mots de son vocabulaire. Et ensuite, il faut choisir. Et ça, c'est le rôle du sampler, choisir. Donc comment faire ? Le plus simple, c'est de choisir le mot le plus probable et puis basta, quoi. Mais si on fait ça, on obtient des textes assez peu inspirés, pas forcément intéressants dans toutes les situations. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on choisit avec un peu de hasard. Un hasard proportionnel à la température. Alors ok, plus la température est haute et plus on choisit souvent des mots improbables, mais à quel point ? OpenAI utilise la technique du top P. Donc c'est-à-dire qu'on va garder tous les tokens qui ont une probabilité cumulée de 90% par exemple. Donc ça en fait peut-être, je sais pas, 20, et on a le choix là-dedans. On aura donc un top P de 0.9. Si on a aussi l'option du top K. Donc le top K, c'est on garde les premiers, par exemple les 8 premiers. Sauf que la tronche de la courbe de probabilité, si tu veux, ça change complètement le truc, parce que selon la tranche de la courbe, aucune solution n'est idéale, aucune de ces deux méthodes n'est idéale, parce que, admettons que la proba descende très vite. Avec le top P, on va retenir beaucoup de tokens potentiels, même des tokens qui sont vraiment très peu probables. Et donc ça va donner des sorties qui ne sont pas forcément géniales. A l'inverse, si la probabilité descend moins vite, c'est-à-dire que le modèle est plus indécis, alors avec un top K, on va exclure des probabilités qui sont pas si petites que ça finalement, et limiter la diversité du truc. Donc il y a une autre option, qui est simple, qui consiste à demander une probabilité minimum. Donc on vire tous les tokens qui sont en dessous de 0,1 par exemple, une proba de 10% si vous voulez. C'est ce qu'on appelle le MinP. Et c'est un sampler qui n'était pas inclus dans les logiciels à l'époque où on en a parlé, qui s'est un peu généralisé, qui est un peu partout maintenant. Donc MinP est pas mauvais du tout et donne de meilleurs résultats, surtout quand vous montez un peu la température. Donc plus haut, parce que évidemment, puisqu'on a plus de chances d'aller piocher des trucs plus loin dans la queue de la proba si on a une température élevée. Et du coup, si on maîtrise mieux la queue de cette proba, du coup c'est mieux, tu vois. Donc MinP peut s'utiliser tout seul, d'ailleurs avec la température, et ça donne un résultat assez équilibré. Il est très simple, et donc vous pouvez parfaitement tout désactiver, ne garder que lui. Il peut tout à fait se suffire à lui-même. Bon, mis à part ça, évidemment, les modèles qui sont conseillés dans les épisodes précédents sont obsolètes, donc on va revenir un petit peu sur une liste de modèles qui sont complètement nouveaux et dont on n'a pas du tout parlé dans l'épisode précédent, parce qu'ils n'existaient pas encore, comme quoi ça va vraiment très vite. Ça va à une vitesse de dingue. Alors, on peut commencer. Il y en a un qui revient souvent là dans le feu de l'actualité comme étant très hype. Et puis, il y a un côté français, forcément. C'est Mistral, déjà ? Oui, je sais. Alors, moi, je dirais qu'il y a deux familles de modèles supplémentaires majeurs par rapport à la dernière fois. Il y a les modèles de Mistral AI, donc la boîte française, effectivement, dont on parle souvent, à raison, et ceux de 01 AI, qui est une boîte chinoise, qui se vit un petit peu comme le OpenAI chinois. Alors, pourquoi je choisis ceux-là en particulier ? Parce que globalement, leurs incarnations diverses trustent les classements sur les plein de sites dont Hugging Face et d'autres. Et donc, les modèles de Mistral AI ont fait énormément de bruit. Il en existe techniquement 3.
Il y a Mistral 7B, donc le plus petit, celui qui est plus accessible. Il y a Mixtral, le mélange d'experts, dont on a aussi pas mal parlé. Et Miku, donc ce fameux voilà, modèle qui a fuité, ce qui a été confirmé par le PDG de Mistral, hein, comme étant une fuite de leurs anciens modèles, qui avait été donc voilà, fuité par un de leurs clients, de leurs anciens, peut-être ex d'ailleurs clients, je sais pas. En tout cas, il y a 3 salles et 3 calibres très différents, puisque le premier est clairement celui qui aura le plus d'impact pour les configurations modestes, parce que c'est vraiment le plus accessible. 7 milliards de paramètres. Mistral 7B, il est très intéressant parce qu'il est meilleur que l'AMA 2 13B, par exemple, dont on a parlé dans l'épisode précédent et qui était presque un truc à conseiller, quoi, tu vois. Donc Mistral 7B, c'est un modèle qui est compact, qui peut tourner avec une machine qui a que 8 gigaoctets de mémoire, ou avec une carte graphique qui a que 6 ou 8 gigaoctets de C'est hyper VRAM, accessible. ce qui est remarquablement puissant, enfin ce qui est remarquablement accessible, et ce modèle est remarquablement puissant pour sa taille. Donc à l'heure actuelle, si vous voulez un chat GPT rapide, et que vous n'avez pas une 4090 ou deux de 4090, ben Mistral 02 Instruct de base, ou sa variante OpenRMS 2.5, sont les meilleurs choix, en fait, vraiment. Donc c'est une version, il y a une version compressée de Mistral 7B, ça fait entre 3 et 5 gigaoctets, donc une version compressée de manière équilibrée, à 4 bits, voilà. À 4 gigaoctets, voilà, ça nécessite 6 Go 87 de RAM, donc ça le rend accessible à tous les PC, et bon, si vous avez un PC quadricœur, et 8 Go de RAM, vous pouvez déjà avoir votre chat GPT, et ça marche. C'est pas rapide, mais ça marche. Donc votre chat GPT perso est donc encore plus accessible, avec ce nombre de paramètres, c'est un peu un abus de langage, mais bon voilà, Mistral 7B est donc très bon. Techniquement, évidemment, il est quand même pas aussi bon que ChatGPT. Faut pas non plus, avec 7 milliards de paramètres, faut pas Il exagérer. n'y a pas de secret quand même. Ouais. Bon. Mais bon, une autre nouveauté très excitante, c'est Mixtral. Parce que Mixtral, lui, pour le coup, il est aussi bon que ChatGPT, ou vraiment, vraiment pas loin. On parle de ChatGPT 3.5, pas de ChatGPT 4. Mais Mixtral, si on parle de GPT 3.5, il est vraiment pas loin, et il est accessible vraiment à des machines qui sont pas très puissantes, pourvu qu'elles aient 32 gigaoctets de RAM. Parce que Mixtral, il est appelé Mistral 8 x 7B. Enfin 8x 7B. Il est nommé comme ça parce qu'en fait, c'est un mélange d'experts. Il y a 8 experts qui ont tous la même architecture que Mistral 7B. C'est pour ça 8 x 7B. Et ce que ça veut dire, c'est que vous chargez en mémoire en fait 8 modèles 7B, mais que vous en activez que 2 à la fois. Et encore, vous avez des partages de certaines choses, comme les couches d'attention sont partagées. Donc en fait, ça fait même pas 14 milliards de paramètres à activer. Donc ça nécessite pas autant de puissance que si vous exécutiez les 8 experts simultanément, ni même pas les 2 experts en fait. Donc on va pas se cacher, ça demande une machine plus costaude que le petit Mistral. Il faut quand même un truc un petit peu plus costaud. Une version compressée de Mistral, ça demande entre 20 et 49 gigaoctets de RAM. Une version équilibrée en 4 bits rentre dans 32 gigaoctets, puisqu'elle consomme 29 gigaoctets de RAM. Ce qui veut dire que si vous avez 32 gigaoctets, vous pouvez techniquement charger Mistral. Question CPU, bon, vous exécutez quand même 2 experts, donc on compte à la louche 2 fois plus de puissance nécessaire qu'avec Mistral 7B, et en fait c'est un peu moins, donc comme je disais, parce que tout n'est pas dupliqué, donc voilà. J'ai personnellement utilisé Mistral sur un Ryzen 4800 avec 32 gigaoctets en double canal, enfin de mémoire en double canal donc, et ça marche assez bien. C'est pas super rapide, mais c'est utilisable en chat, donc si on a un peu de patience, c'est utilisable en chat, et donc ce qui est fantastique, c'est que Mistral est vraiment tout à fait au niveau de GPT 3.5, ce qui veut dire que vous avez vraiment un GPT 3.5 sur une machine qui n'est pas incroyablement... Enfin voilà, un Ryzen 4800, c'est une machine qui n'est pas non plus fabuleuse, quoi. C'est un plus haut de gamme, bien sûr, mais c'est pas non plus incroyable. Si vous êtes assez proche des jeux sur PC avec des ressources un peu performantes pour les jeux récents, franchement, vous devez être équipé, quoi. Oui, donc sans exagération ou publicité mensongère, vous avez une puissance équivalente à GPT 3.5 sur votre machine, si vous avez un petit peu plus de puissance que ça, quoi. Et en prime, Mixtral est bon en français. Il est bien meilleur que Mistral 7B. Et c'est sans doute le meilleur des modèles open source. Il est multilingue. Il est très à l'aise dans les grandes langues européennes. Ce qui en fait sans doute mon modèle favori d'ailleurs pour ça. Donc on rappelle, bien que chaque modèle a ses petites habitudes en termes de formatage de prompt. Donc Mistral a le sien, vous pouvez faire attention. Tous les modèles peuvent, comme avant, être trouvés sur Hugging Face en particulier, mais pas seulement sur la page de The Bloke, qui rajoute aussi des modèles, tous les modes de prompt et les logiciels qui sont compatibles. En ce qui concerne Mistral AI, évidemment, il y a encore mieux, c'est Miku. Miku qui peut vouloir... Alors, Miku, donc, il veut probablement dire Mistral Quantized,
mais qui est aussi une déformation de Miku, Hatsune Miku, hein, la Vocaloid, oui. parce que c'est, en fait, il y a c'est eux-mêmes, en fait. C'est associé à des mèmes de Miku, à des images de Miku, de Hatsune Miku et des vidéos de Hatsune Miku. Donc, clairement, il y a le jeu entre ces deux-là. D'accord. Alors, Miku, par contre, c'est un gros poids lourd. C'est un modèle qui fait 70 milliards de paramètres et qui est donc accessible à peu de gens. Même compressé à mort, et sans doute même trop compressé, il pèse 25 gigaoctets, mais de manière plus réaliste, parce que ça, c'est vraiment une compression lourde, hein. De manière plus réaliste, c'est un truc que vous pouvez charger à partir de 64 gigaoctets de RAM. Par contre, le problème, c'est que même avec ça, sur CPU, ça doit être vraiment très lent. Il ne faut pas compter sur plus de 1 à 1,5 tokens seconde. Donc, c'est vraiment, vraiment difficile. On est aux limites de l'exercice de faire tourner ton propre chat GPT, quoi. Oui, c'est techniquement possible, hein. Je veux dire, Ouais, bien sûr, on peut j'ai le compris. charger en RAM, on peut le faire tourner, mais c'est vraiment très lent, parce que sur CPU, c'est vraiment très lent. Et vu la taille, pour le charger sur GPU, il faut 2 4090, ce qui n'est pas Ouais, vraiment quand même. grand public, il faut quand même se l'avouer. Donc moi, j'ai pas pu le tester d'ailleurs pour cette raison. Miku, c'est un modèle qui est basé sur Llama 2 de toute façon, qu'ils ont entraîné sur leur cluster dès qu'ils ont pu, et qui a servi de démo à des clients, voilà, et donc des clients qu'il a fini par le faire fuiter sous forme compressée. C'est un modèle qui est pas récent et qui est donc un peu dégradé par la compression, et pourtant il est très puissant. Il est meilleur que tous les autres modèles, même de sa taille, hein, et il dépasse quasi systématiquement GPT 3.5 pour tout. Et donc il rivalise presque avec GPT-4. Donc c'est un modèle qui est très intéressant. Après, il faut arriver à le faire tourner. Là, pour le coup, c'est quand même une autre sauce, quoi, hein. Après, il y a... Alors, évidemment, on peut finir avec Yi. Alors, Yi, c'est une autre famille très populaire. Yi, ça vient de 01 AI, et ça fait partie de la grande famille des modèles chinois. Donc, il y en a beaucoup. Donc, Yi, il y a différents modèles, alors il y a différentes versions. Il y a une version à 6 milliards de paramètres et 34 milliards de paramètres. Et il n'y a pas de milieu, hein, c'est vraiment le petit ou le gros. Dans les modèles Yi sont très efficaces et très doués en anglais et en chinois. Donc les versions 6B ne fait pas énormément parler d'elles. Par contre, les variantes de la version 34B sont assez populaires et se classent très haut dans les charts. Alors, de quel charts, de quel classement je parle comme ça? Il y a principalement 2 classements qui sont très courus. Le premier classe les modèles par le résultat sur des batteries de test standard, et il est décrié, tant il est possible de tricher en entraînant les modèles dessus par avance. Et très honnêtement, je le regarde plus. Donc on va en parler après, mais la surabondance de variantes et de modèles devient quasi préoccupante, en fait. Il y en a vraiment tellement que ça devient un peu fou, quoi. On compte plus les illustres inconnus qui trustent les premières places de ce fameux OpenLLM Leaderboard, qui est un classement qui est pas forcément super représentatif. Moi, je lui préfère le chatbot Arena, qui note selon un score de type Elo, comme aux échecs. Les utilisateurs notent en fait les générations simultanées de 2 modèles, donc en fait ils font des matchs, quoi, les modèles font des matchs, et c'est l'utilisateur qui décide qui a gagné, et voilà, et donc celui qui gagne le plus souvent, il gagne le plus de points, et donc c'est celui qui est jugé le meilleur par la communauté, tout simplement. D'accord, il est crowd-évalué, quoi. Enfin, il est évalué par le grand public. Okay. Voilà, c'est ça. Et donc on y trouve du coup un classement qui, à mon avis, est plus crédible, avec du coup les variantes de GPT-4 en haut, puis Mistral Medium, Claude, Mixtral, en 8e position. Le modèle open source qui est juste au-dessous, c'est Yi34B, du coup, ce qui en fait sans doute un bon modèle. Donc pour le coup, ça, effectivement, ça prouve que c'est un bon modèle. Et qui est d'ailleurs au-dessus de Claude Instant et de GP3.5 Turbo. Et qui est au-dessus de Llama 2 70B, qui était le top du top de la dernière fois, de l'épisode, du premier épisode qu'on a enregistré sur le sujet, quoi. Donc Yi a théoriquement un contexte qui est en plus très long, puisqu'il peut être poussé à 200 000 tokens de contexte, ce qui est un à-coups indéniable. Si vous voulez écrire longtemps, faire des très longs chats, ou faire de la génération de textes longues pour des romans, ou ce que vous voulez, en pratique, c'est pas parfait. Faut pas exagérer, 200 000 tokens, ça fait vraiment beaucoup. Ça va prendre énormément de mémoire, et ça veut dire aussi que le modèle risque pas de te souvenir de tout parfaitement. Mais c'est quand même remarquable. Donc Yi34B, une version compressée de manière équilibrée de Yi, ça prend de 22 à 23 Go de RAM en fonctionnement, ce qui le rend très accessible finalement. Cela dit, attention, il faut un très bon CPU ou bien une grosse carte graphique avec 24 Go de RAM pour le faire rentrer. Avec 24 Go, vous le faites rentrer vraiment au chausse-pied dedans, hein. Il vous reste pas beaucoup de place pour le contexte, mais bon, c'est possible. Bon, 24 Go, c'est une 3090 minimum, donc ça fait quand même cher. Sur CPU, c'est beaucoup plus accessible, mais là, pour faire tourner confortablement un 34B,
8 cœurs, c'est un minimum, et je dirais que plus, c'est mieux. Hein. Donc, bon, ça commence aussi à devenir un peu plus difficile, à moins, bien entendu, d'être patient et d'utiliser le modèle en asynchrone, auquel cas, vous pouvez le faire tourner sur à peu près n'importe quoi qui est 32 Go de RAM. Donc, c'est un modèle puissant qui a vu évidemment émerger des variantes. Donc, on a Nous Hermes I, qui est, connaissant la qualité des modèles Nous Research, probablement un excellent choix. Hein, si vous avez les moyens de le faire tourner, de bien le faire tourner, c'est vraiment très bien. Et il y a un autre succès à son actif, hein, en toute simplicité. Il a donné le modèle multimodal le plus puissant de la communauté open source aussi. Et ça, c'est aussi une nouveauté par rapport à la dernière fois, hein, c'est qu'il existe des modèles multimodaux en open source. Et ça, c'est quand même pas négligeable du tout. C'est comme si vous aviez GPT-4 Vision en open source. Ça, c'est quand même assez fou aussi. Ouais, c'est quand même une grosse évolution, ça, parce que là aussi, on touche du doigt quand même une vraie évolution dans ce qu'on peut faire tourner chez soi. C'était pas possible avant encore d'avoir accéder à de la multimodalité comme ça? Alors, stricto sensu, je me souviens plus vraiment si c'était... Alors, c'était vraiment complètement balbutiant à l'époque. Hein. C'était peut-être techniquement À possible. l'époque, tu te rends compte de ce qu'on dit quand même à l'époque? C'était quoi, il y a 3 ouais, mois? je sais même plus, ça fait quoi? Ça fait 6 mois, Pardon. je sais même pas. En fait. 6 mois peut-être. 6 mois peut-être. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, il existe plusieurs modèles multimodaux open source. Hein. Celui qui a beaucoup agité la communauté dernièrement, c'est le Lava. Lava avec 2 L, donc comme Lama, mais avec un V, quoi, Lava, pour Vision, tout simplement. Donc c'est Lava 1.6. Donc Lava, c'est une famille de modèles multimodaux open source, hein, dont le principe, c'est de rajouter un bloc Vision et un bloc connecteur à des modèles de langage open source pour les rendre capables d'interpréter des images, hein, tout comme GPT-4 Vision, qui doit faire à peu près la même chose d'ailleurs, je pense. Et donc la dernière version se décline en 3 formats, 7, 13 et 34 milliards de paramètres, et la plus grosse version se base sur I34B, ce qui est très notable, parce que déjà I34B, c'est un modèle qui est assez fort, et la partie visuelle de Lava se permet de dépasser celle de Gemini Pro, en tout cas sur les tests standardisés. Et donc, si tu veux, comme on a un modèle qui est quand même comparable à GPT 3.5, on tient avec Lava une alternative assez crédible à Gemini Pro, en réalité, ce qui n'est pas rien. Okay. Donc Lava ni aucun de ses cousins ne rivalise avec GPT-4, hein, cela dit, faut pas non plus, pas exagérer, mais c'est pas ridicule. Et la dernière version, donc, a pas de honte à avoir, hein, quand même. Et donc c'est une bonne nouvelle, parce que Lava ne rajoute en plus pas tant de paramètres que ça en modèle de base. En fait, il rajoute que 360 millions de paramètres. Donc la puissance requise pour faire tourner, c'est assez contre-intuitif ça, hein, mais en fait, la puissance requise pour faire tourner un modèle multimodal n'est pas des masses supérieures à celle qu'il faut pour faire tourner un modèle de base. Du coup, admettons que vous n'avez pas de quoi faire tourner i34B comme il faut, sachez que Lava 1.6 existe en version light basée sur Mistral 7B. Et donc, il est tout à fait possible d'utiliser un modèle multimodal sur un PC assez lambda, hein, avec des concessions quand même sur la qualité des réponses, évidemment, mais quand même. Un modèle multimodal pas ridicule, que vous pouvez faire tourner sur un PC quasi bureautique, en fait. Hein. Donc, la manière dont ça fonctionne est très astucieuse. Parce qu'il y a un modèle encodeur qui prend l'image, qui la découpe en petits morceaux, et qui la digère sous un format qui lui permet ensuite d'être envoyé dans le même espace où va le prompt. Le prompt en texte, hein, comme on a dit, hein, qui est donc encodé dans cet espace mathématique, là où le modèle de neurones, là où le réseau de neurones va le lire. C'est son langage, son espace mental. Cet espace est assez grand, dans le sens où c'est un espace abstrait qui a plein de dimensions. Et donc, en fait, c'est assez grand, on peut se bouger un peu comme on veut. Et du coup, il y a de la place pour encoder des images aussi dans cet espace mental. Et donc, cet espace mental, bien sûr, donc, qui est le même pour les deux. Hein. Et après, le modèle produit du texte à partir de ça. À partir, du coup, de cette image mentale qu'il a, mais à la fois du texte et des images. Alors, bien sûr, il faut pas envoyer les images prédigérées n'importe où. Hein. C'est pour ça que la partie visuelle du modèle doit être entraînée à envoyer des images de chat là où les concepts de chat du modèle de langage se trouvent déjà. Tu vois, il faut que les concepts coïncident. Et donc, c'est pour ça qu'on doit quand même entraîner les encodeurs et les machins, à correspondre, si tu veux, au modèle de langage. C'est pareil, évidemment, pour les ours en peluche et les tractopelles, hein, il faut envoyer où il faut. Pas d'exception, évidemment. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là qu'on doit régler ces fameux 360 millions de paramètres supplémentaires. Mais ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas à réentraîner le modèle de langage lui-même. On s'adapte à lui. Et c'est probablement aussi comme ça que fonctionne GPT-4 Vision. C'est aussi probablement pour ça que GPT Vision, finalement, est arrivé assez vite après GPT-4. Donc, il existe d'autres modèles open source multimodaux. Hein. Il y a Mini GPT-4 ou Obsidian. Pas le même Obsidian que vous avez eu. Non. Voilà. C'est rien à voir, même. Pas du tout. Mais voilà, ils sont notables d'ailleurs par leur taille parfois, parce qu'Obsidian, il est tout petit. Il y a 3 milliards de paramètres. Et bon, pour sa taille, il est pas aussi puissant que Lava quand même. Hein. On peut pas lui en vouloir, le pauvre.
Ok, il y en a d'autres aussi, Guillaume? Oui, mis à part Yi et Mistral, il existe encore d'autres modèles qui sont dignes d'intérêt. Il y en a même plein en fait, hein. Un des principaux, des Quel plus foisonnement. prometteurs dans le comment dire, dans la philosophie, c'est la famille Phi. La famille Phi de chez Microsoft, hein. Alors Phi, donc on parle en particulier là de Phi 2, le dernier, c'est un tout petit modèle qui fait 3 milliards de paramètres. Il fonctionne donc sur une patate, littéralement, et il est étonnamment bon pour sa taille. Phi 2 et ses variantes sont des modèles intéressants si on a besoin d'un truc qui soit vraiment léger. C'est vraiment un rapport excellent poids-performance. On va pas se mentir, il va pas rivaliser avec Mistral. Donc si vous avez les Mhm. moyens, optez pour Mistral. Enfin, en tout cas, dans mes tests, il s'est pas révélé Ouais. fabuleux, on va dire. Mais après, c'est un poids plume. Donc ça peut valoir le coup pour diverses applications. Dans la série poids plume, on peut aussi citer Zephyr 3D, qui est de StableLM, StableLM, donc de Stability, donc les mêmes qui font Stable Diffusion. Il existe aussi un Zephyr 7B, un Zephyr 7B Beta, qui est un bon fine-tune de Mistral. Alors, la liste ne peut pas être exhaustive, hein. Il en sort même encore tous les mois. Aujourd'hui même, je viens de voir passer un truc qui s'appelle Mini CPM, qui est un modèle chinois, encore une fois, qui se targue à 2 milliards de paramètres d'être aussi bon que Mistral 7B. J'ai pas testé, je peux pas vous dire, c'est trop tôt. C'est ambitieux, hein, parce que c'est vraiment minuscule, ça peut s'exécuter sur des téléphones à ce stade-là, hein. Donc après, il y en a d'autres encore, on peut citer Qwen. Qwen, c'est la série de modèles d'Alibaba. Donc un autre modèle qui existe en version 7 et 72B. Donc c'est des modèles qui sont assez puissants, et d'ailleurs le dernier vient de faire l'actu, hein, puisque un fine-tune de Qwen 72B qui s'appelle Smog a fait les gros titres, puisque apparemment Smog serait aussi bon que Gemini Pro, voire meilleur que Gemini Pro sur plusieurs tests. Donc voilà, alors j'ai pas testé pour des raisons de taille toujours, hein, évidemment, parce que 72 milliards de paramètres. Pour l'instant, bon, je vais peut-être changer de truc, mais pour l'instant, j'ai pas les moyens de tester ça. Mhm. Tout dernièrement, on a vu aussi arriver Orion, qui a la particularité d'être particulièrement bon en bilingue anglais-japonais, et qui parle aussi coréen d'ailleurs, et qui est de taille moyenne, c'est-à-dire qu'il fait 14 milliards de paramètres. Donc j'ai pas testé, à l'époque il n'était pas encore compatible avec la plupart des logiciels, mais bon, entre-temps ça a dû changer. La masse CPP d'avoir été mis à jour, donc je testerai probablement un petit peu plus tard. Et on constate que clairement, les Chinois sont très actifs. Vous avez probablement, voilà, quand je cite tous ces trucs-là, vous vous rendez compte que les Chinois sont très actifs et pondent pas mal de modèles avec d'ailleurs un bon rapport performance-poids. Ils font des modèles assez gros, hein, comme le Qwen 72B, mais ils sont surtout forts sur des petits modèles. Et ça paraît assez logique finalement. Parce qu'avec l'embargo, ils vont manquer sans doute de matériel super récent. Ah, Or, les petits modèles sont énormément moins chers à créer que les monstres de 70 ou de 130 milliards de paramètres. forcément. Mhm. Donc ils veulent sans doute optimiser au maximum pour la taille, ce qui est une aubaine aussi pour nous, hein, pour ceux qui ont des petites machines. Et si on a des super modèles qui sont tout petits, c'est super. Et bien sûr, il faut qu'on parle aussi des modèles qui sont destinés au code, donc à vraiment générer du code. Donc ils sont spécialisés dans la production de programmes, donc dans plein de langages, hein. Vous pouvez les utiliser en local sur votre... vous pouvez vraiment vous faire un copilote comme sur GitHub, mais en local. Il y a un truc qui s'appelle Kodi, qui s'interface donc avec votre Visual Studio Code, et qui fait exactement la même chose. Et ils sont pas tous énormes, c'est-à-dire qu'il y en a que vous pouvez vraiment utiliser sur des petites configs. Parmi les classiques, il y a la série des codes Lama. Bien sûr, les codes Lama qui sont des modèles Lama 2 en fait, qui ont été surentraînés sur du code. Il y Mhm. en a des généralistes, il y en a des spécialisés en Python, et il y en a pour tous les goûts. C'est 7, 13, 4, 34 et 70 milliards de paramètres. Et il y a aussi des fine-tune qui sont encore meilleurs, donc on pourra citer Find avec PH, Find Code Lama 34B, qui a été un temps considéré comme l'état de l'art, comme les meilleurs assistants en codage open source, et qui a été depuis surclassé par le code Lama 70, 70 milliards de paramètres, qui est un peu controversé, mais enfin qui est vraiment très puissant, mais bon, qui est aussi très gros, hein, qui se permet de rivaliser avec GPT-4 en code, mais c'est un modèle qui est trop gros pour la plupart des gens. D'ailleurs, même Find est relativement lourd. Les versions 7 et 13B de Code Lama, surtout celles spécialisées en Python, restent d'actualité, hein, si vous avez une petite config. Mais il y a un outsider qui pourrait s'avérer être un meilleur choix, en tout cas en petit format, surtout en petit format, c'est la famille DeepSeek. DeepSeek AI produit des modèles pour le code, qui ont toutes les tailles, de 1 à 33 milliards de paramètres. Ok. Ça veut dire qu'ils font aussi des modèles qui sont beaucoup plus petits. Et je dirais que les versions medium, qui font 5,7 ou 6,7 milliards de paramètres, sont de très bonnes alternatives à CodeLama, ou à Starcoder, hein, qui est encore plus ancien. Et même sur une machine assez modeste, vous pouvez assez facilement faire tourner un truc à 6,7 milliards de paramètres, ça se fait, quoi. Donc vous pouvez avoir un assistant de code en local assez puissant avec DeepSeek, et vous pouvez aussi le combiner avec Open Interpreter, par exemple, on parlera d'Open Interpreter un petit peu plus tard.
Ok, on a aussi les monstruosités, les bizarreries comme ça qui rassemblent plusieurs composantes. Oui. Alors, encore au-delà de tous ces modèles qui sont, à l'exception des variantes Hermès, des modèles officiels, hein, parce que j'ai parlé quasiment que de modèles officiels, sauf Mhm. Hermès ou Find qui sont des fine-tuning, mais il y a beaucoup plus. Il y a tout un monde au-delà, un monde peuplé de dragons, carrément. On a déjà évoqué la profusion de modèles personnalisés, donc qui commençait à arriver la dernière fois avec des noms, voilà, vous vous souvenez des noms improbables, Open Buddy, Platypus Orca, Unsensor, Ouais. machin, voilà. On s'en était amusé déjà la dernière fois, bah, ça s'est pas rangé, parce que maintenant on a aussi les Frankenmerge, donc les fusions Frankenstein, donc en plus des fine-tuning, c'est-à-dire en plus des personnalisations de modèles avec des datasets, voilà, que les gens créent eux-mêmes finalement, on a une nouvelle possibilité pour créer de nouveaux modèles, c'est en fusionner deux autres, ou trois autres, ou quatre autres, ou 40 autres. Ah, C'est quelque chose qui se pratique pas mal avec les modèles de Stable Diffusion d'ailleurs, et ça aboutit à une surabondance de modèles. Parfois, c'est des bons modèles, mais il y a beaucoup de modèles expérimentaux qui tentent de combiner les forces de deux modèles et de pas trop répliquer leurs faiblesses. Ils arrivent avec plus ou moins de voilà, ils arrivent plus ou moins quoi. Donc des merges, des fusions, il y en a des tétrachiers, hein, je vais être honnête, il y en a vraiment beaucoup. J'en connais fort peu finalement. Je les recommande pas forcément, pour une raison simple, c'est que rien ne prouve que la fusion de deux modèles modérément ah, malins fasse un modèle qui soit plus que ok. modérément malin. C'est D'accord, même à d'accord, l'inverse, en ok. fait. Donc Ouais, c'est le mélange n'est pas très fructueux et parfois plombe un peu l'ensemble, c'est ça? c'est Est-ce que c'est possible. plus facile à tester? C'est plus... Non, Non, c'est malheureusement, pareil? c'est très difficile à tester. Et puis Ah, en bon, plus. Oh là là. le truc, c'est que ça dépend de l'objectif. Si vous écrivez de la fiction et que vous cherchez un modèle qui a un style particulier et des facilités de narration dans votre domaine de prédilection, pourquoi pas? Ouais, C'est ok. pas, en fait, c'est pas forcément un mauvais choix de prendre des merges si vous faites de l'écriture créative. En gros, pour le fun, pourquoi pas? Et d'ailleurs, si vous avez un modèle débridé, pas censuré le moins du monde, pour tout type d'écriture et de roleplay, bah, vous avez l'embarras du choix. D'ailleurs, bon, si vous voulez un nom en particulier, un parmi d'autres qui semble remporter pas mal de suffrages, c'est Psyfighter V2. Et en 13B, ce sera en 13B, et vous avez aussi Kunoichi 7B, qui sont Oula. des modèles à ne pas mettre entre toutes les mains. Soyez prévenus, parce que c'est des Ok. trucs qui sont pas du tout censurés d'aucune manière, hein. Bon, Ah, d'accord, ok, ok. voilà. Ok. Donc il en existe quantité d'autres, laissez-vous porter. Cela dit, il existe aussi, au-delà des fusions simples, des opérations chirurgicales beaucoup plus compliquées, enfin plus compliquées, qui sont appliquées sur ces modèles. Par exemple, celle qui consiste à prendre deux modèles et à intercaler leurs couches pour créer non pas une fusion, mais une chimère. Oh la vache, quelle merde. Attends, j'ai du mal à comprendre la différence du coup. Alors, bah, par exemple, c'est le cas de Goliath. Goliath fait 120 milliards de paramètres, et il y a la Mhm. moitié de ses poids qui viennent de X-Wing, et l'autre qui vient de Hurricane, qui sont deux modèles de 70 Ok. milliards de paramètres. On trouve aussi des modèles qui sont des mélanges d'experts maison, qui associent par exemple deux experts I-34B ou plusieurs Solar. Solar étant lui-même une chimère. D'ailleurs, c'est une des chimères les plus connues. C'est une des chimères les plus connues, Centaure. Qu'est-ce que c'est que Solar? Solar, c'est un des modèles, c'est un modèle qui fait 10,7 milliards de paramètres. Donc bon, bah, donc c'est un nombre bizarre parce que vous avez remarqué que souvent c'est 7, 13, 34, mais enfin, c'est jamais 10 quoi. Donc du coup, d'où il sort lui? Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, Solar est une fusion de Mistral avec lui-même. Donc on a pris deux Mistral. Oh là 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 là, qu'est-ce que tu racontes? Oh oui, une fusion avec lui-même, j'ai du mal à... Ok, Alors, ouais. j'explique. Il va falloir... On Oula. a pris deux Mistral et Ouais. on a fusionné la tête du premier avec le cul de l'autre. C'est une sorte de début de Human Centipede, mais avec un modèle de langage. Je comprends rien, c'est quoi Je te l'intérêt? jure, non mais c'est vrai. C'est vraiment ça. Bah, tu sais, deux modèles de langage, en fait, c'est quoi? Il faut revenir à ce qu'on a dit au tout début. Un modèle de Oui, langage, c'est... Enfin, ce qu'on a dit là, ou même ce oui. qu'on répète, c'est un Ce modèle que de tu as langage, résumé en 2 minutes 30 tout c'est à un l'heure, est-ce que tu as empilement, mis... Ok, ouais. c'est un empilement de blocs, un modèle de Les langage. lasagnes, ouais. On a donc ces fameux blocs transformers, on les empile. D'accord? Ouais. Donc en fait, on a des couches, donc couche d'attention, couche de réseau de neurones, couche d'attention, couche de neurones, etc., etc. Donc en fait, on a des couches comme ça. Ok, et donc on a une empilement de couches. Donc par exemple, bah, Mistral 7B, c'est 32 couches. Donc vous avez Ouais. 32 couches de neurones comme ça. Bon. Bref, donc vous avez vos 32 couches de neurones, ça fait une pile comme ça de trucs. Et donc ce qu'on fait, c'est que quand on fusionne en fait deux modèles, bah, vous avez deux couches, ouais, vous avez deux fois 32 couches différentes face à face, puis vous les fusionnez. Alors vous les fusionnez comment? Bah, vous prenez les poids des uns et le poids de l'autre, et vous faites la moyenne, quoi, parce que vous avez des couches D'accord. qui se Ok. correspondent. D'accord, il y a des couches qui se correspondent, elles ont la même taille ces couches. Vous prenez deux modèles qui font la même taille, vous avez des couches qui se correspondent, bah, vous faites la moyenne en fait des couches. Parce que chaque couche, finalement, ça se résume à une matrice, c'est-à-dire à un tableau de nombres. Donc vous faites la moyenne de ces nombres dans les tableaux.
Vous pouvez faire des moyennes Ok. pondérées si vous voulez. Et donc, vous avez des Mhm. fusions. C'est comme ça qu'on fusionne un modèle en réalité, hein, en faisant tout Mhm. simplement des moyennes des poids des deux modèles. Bon, D'accord. jusque-là, ça va. Ça, Ouais. c'est quand on fait des fusions de modèles, de deux modèles, on fait des fusions complètes de deux modèles différents. Maintenant, admettons que pour faire Solar, ils ont pris 2 fois le même modèle. Donc, ils ont pris un premier, premier empilement de 32 couches pour le Mistral, premier Mistral 7B, deuxième empilement de 32 couches, les mêmes. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont décalés. C'est-à-dire que vous imaginez votre pile, vous prenez la fin de la pile de l'un, vous fusionnez avec le début de la pile de l'autre. Par exemple, je sais pas moi, Ok. les 7 dernières couches, vous les fusionnez avec les 7 premières couches de l'autre. Et après, vous avez les Ok. couches qui restent complètement normales. Donc vous fusionnez comme ça la tête et la queue, chloup. Et après, vous avez donc le début normal, un milieu fusionné et une fin normale. Et après, ce Ok. qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris cette espèce de monstre et ils l'ont surentraîné. Donc ils ont continué l'entraînement pour en fait réadapter tous les poids. Ok. Et ce Et qui, c'est quoi alors les conséquences eh ben, les concrètement? conséquences, c'est qu'ils ont eu un modèle qui est un peu meilleur que Mistral 7B. Ah d'accord. Ok. Ils ont fait une sorte d'upscaling en profondeur. Ok. Très C'est bien. dingue, hein. Donc en fait, C'est vrai. le truc, c'est que je pense que la communauté Oh. était frustrée de ne pas avoir des trucs Mistral qui soient autour des 13B, en fait, parce que voilà, ça aurait permis d'avoir un modèle encore plus puissant. Et donc, en gros, ils l'ont construit. Donc là, alors, c'est ce qui est fou. Donc voilà, vous imaginez, hein, vous fusionnez la tête et la queue, quoi. Et le résultat de cette charcuterie, ben, c'est un modèle qui fonctionne remarquablement bien. Oh Solar la est vache. puissant et il reste quand même compact, hein. Et donc, c'est un bon compromis. D'ailleurs, c'est une option à considérer, hein. Solar Instruct tourne sur des machines assez modestes avec un petit peu plus de 8 Go de RAM. Donc si vous avez 12 Go, ça suffit. Donc Solar, c'est un exemple assez dingue de créativité, donc né d'une frustration, quoi. Tu vois, Mistral est très bon, mais on voulait un peu mieux, donc finalement, Qui sont ces gens qui font ça quand même? on Quels a un sont leurs truc de taille réseaux? moyenne. Et c'est pareil, c'est comme ça qu'a été créé Goliath et qu'on sont Ok. créés encore d'autres modèles. D'ailleurs, mais je pense qu'ils sont en train de faire ce genre de truc avec Miku en ce moment. Ils s'amusent, hein. Ben Ils oui, oui, s'amusent, oui, hein. je pense qu'il y en a qui s'ennuient pas. Ça doit être chouette les soirées avec les personnes qui s'occupent de ça. Ok, très bien. Tu nous as mis des liens, Guillaume, pour qu'on puisse retrouver tout ça, c'est ça? Dans les notes Oui, 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 d'épisode. oui. Bah, je pense que vous l'avez senti, hein, par rapport à la dernière fois, il y a encore plus de richesse et de variété, presque trop, hein. Le nombre de modèles disponibles devient Les presque modèles. décourageant, tellement il y en a. Mais il ne faut pas, hein, être découragé, au contraire, parce que les modèles sont quand même toujours plus efficaces, toujours plus puissants, ils fonctionnent avec toujours moins de ressources. Et si vous n'êtes Yes. pas sûr, effectivement, gardez le modèle de base. Donc gardez Mistral Instruct 02. Mistral Instruct 02, c'est un bon ChatGPT Lite. Mistral 8.7b Instruct, c'est aussi un bon ChatGPT 3.5 équivalent. Et i34b Chat aussi est un très bon équivalent, c'est des valeurs sûres. Ok. DeepSeek Instruct, pour le code, c'est pas mal. Voilà. Commencez comme ça, et après faites le grand plongeon et amusez-vous avec des monstres. Bon, bah écoute, très bien. Je sais pas si ça donne vraiment envie à tout le monde de se plonger dans les monstres. Mais enfin, en tout cas, sachez que ça existe. Et si vous avez envie d'expérimenter, tester, faire vos propres retours, allez-y. Bon, bah ça, c'était les nouvelles, c'était les nouveautés dans le domaine des modèles, Guillaume. Mais il y a aussi des nouveautés logicielles que tu voulais partager. Oui, et puis sur les formats aussi, hein, un mot sur les formats avant de continuer. La dernière fois, on avait dit qu'il existait plein de formats pour encoder et Mhm. compresser les modèles. Alors globalement, il y a les formats non compressés, donc c'est les formats Safe Tensor ou encore CKPT ou BIN parfois, hein. Donc autant on utilise ça pour la génération d'images, autant il faut éviter à tout prix pour la génération de texte d'utiliser des modèles non compressés parce que les modèles sont beaucoup plus gros et donc il faut voilà. Donc pour la génération d'images, pour vous donner une idée, on est autour du milliard de paramètres. Et pour la génération de texte, on est 7, 10, 30, 70. Donc Ouais, forcément, ouais. c'est pas le même problème, hein. Donc on utilise des formats compressés qui en général utilisent des précisions, hein, beaucoup moins élevées pour représenter les nombres, hein. Mais en fait, Mhm. c'est pas trop grave, ça marche quand même pas mal. Donc on passe en général de 32 ou 16 bits à des précisions qui varient entre 8 et 2 bits. On peut régler la qualité, donc en fait, comme en JPEG, tout simplement. Mais on n'a pas forcément autant de précision sur tous les formats, parce qu'il y a beaucoup de formats. Voilà. Celui qui a le plus de flexibilité, c'est son contexte, le GGUF. C'est le format de Lama CPP, et c'est le format que vous devez utiliser si vous envisagez de faire tourner votre modèle, tout en partie, hein, sur votre CPU, et pas entièrement sur la GPU. Parce que voilà, si Mhm. vous n'avez pas assez de mémoire vidéo, vous devez utiliser GGUF. Et c'est un cas très courant. Donc GGUF, depuis la dernière fois, a subi quelques modifications, c'est devenu un format universel déjà. Et d'ailleurs, même Lama CPP, voilà, ça s'appelle toujours Lama CPP, mais en fait, c'est plus du tout un truc qui est spécialisé Lama.
Il est devenu la maison du GGML, en réalité, qui est une plateforme alternative, très crédible et très polyvalente de machine learning. On pourra y revenir d'ailleurs. Et donc GGUF permet d'encoder, bon on y reviendra puisqu'on parlera de la masse CPP un peu plus dans son détail, mais bon GGUF permet d'encoder en 6 ou 8 bits, en quel cas la perte de qualité est minimale, vraiment. 8 bits c'est même trop en fait, c'est même trop luxueux, 6 bits c'est déjà vraiment très 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 bien, 6 bits c'est très très bien. Les formats 4 et 5 bits sont en deux variantes, small et medium. Alors les variantes small ne servent strictement à rien, parce qu'en fait elles gagnent quasiment rien en taille, et elles sont un peu plus dégradées, donc préférez toujours le 5QM ou le 4QM par défaut. Hein. Évidemment, ça dépend évidemment de la mémoire que vous avez. Hein. Donc les compressions les plus sévères sont en 2 et 3 bits, se sont beaucoup améliorées. Il faut toujours les éviter, si possible. Mais bon, si c'est pas possible, ça devient crédible, surtout le 3 bits. Et en particulier, même le 2 bits, c'est tout récent, c'est vraiment tout récent. Le format 2 bits devient un peu plus utilisable. Et voit arriver des nouvelles variantes en XS et XXS, donc, et surtout de nouveaux modes de quantization, de discrétisation, qui sont dites les nouveaux états de l'art. Les nouveaux SOTA, c'est-à-dire les nouvelles états de l'art. Ce sont censés donner des résultats plus petits, et surtout qui restent utilisables. Quoi. C'est encore très jeune. Alors il est possible donc si possible, utilisez-les quand même. Hein. C'est les versions de Ikorako, qui s'occupe de ça, donc le lien est dans la note, ne vous inquiétez pas, qui permet effectivement d'avoir donc des compressions en GGUF, donc nouveau state of the art. Et grâce aux nouvelles versions, j'ai pu charger un Llama 2 70 milliards de paramètres en 2 bits, et ça marche. Mais c'est très 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 long sur ma machine. Ouais. Et donc il y a des versions SOTA de Mixtral, cela dit, donc je vais probablement mettre à jour ma propre version, mais en tous les cas, les 70B deviennent accessibles avec 32 gigaoctets de RAM, mais c'est très très lent et la qualité est quand même pas mal dégradée. Alors, au-delà du GGUF, il y a les formats qui sont plus adaptés, même carrément plus adaptés aux cartes graphiques, aux GPU. Il y a toujours le bon vieux GPTQ, dont on a parlé la dernière fois, qui est spécifique carte graphique. Enfin, techniquement non, mais en pratique oui, parce que ça sert vraiment à rien d'exécuter ça sur CPU, et qui a perdu pas mal de pertinence en fait. Le GPTQ, c'est devenu pas mal obsolète, je trouve, avec l'arrivée de deux nouveaux formats qui sont AWQ et EXL2, XL2. Alors AWQ, c'est une meilleure technique de compression que GPTQ, tout simplement, et XL2, EXL2 est beaucoup plus rapide. Donc, pour quel que soit le point de vue, GPTQ est devenu quasi obsolète, je trouve, aujourd'hui. Hein. Alors pour faire simple, si vous avez assez de VRAM, préférez EXL2, c'est le format du loader EXLAMA, qui est donc XLAMA, c'est un format quoi, qui est donc disponible dans certains logiciels. Et après, voyez ce qui rentre, en gros. Et puis si ça rentre pas, vous pouvez essayer AWQ, puis s'il n'y a rien d'autre de disponible, utilisez le GPTQ à la limite. Et GGUF, sinon, qui se fera un plaisir de répartir le boulot entre votre GPU, votre CPU au pire. Alors, c'est pas fini, hein. Tout ça continue, parce qu'il y a encore d'autres challengers que j'ai vu passer très récemment. Le paysage peut encore changer. Enfin, non, le paysage va encore changer. Il y a par exemple un format qui s'appelle AQLM, qui vise à compresser dans la gamme des 2 bits par poids, qui a toujours, alors évidemment, il y a des nuances de mise, hein, évidemment. Quand on passe, évidemment, comment dire, le AQLM ne va pas compresser avec juste 2 bits, c'est à 4 valeurs pour chaque être. On fait vraiment une optimisation par groupe, avec les meilleurs groupes, en conservant les poids les plus importants, avec le plus de bits, etc. Bon, c'est calcul très compliqué et très lourd en réalité. Ça prend des heures, même sur un GPU professionnel, hein, de compresser les modèles maintenant. Hein. Mais bon, voilà, c'est fait une fois pour toutes. Mais bon. Donc en gros, voilà, c'est encore un paysage qui est en train de changer, qui continue à changer, mais qui a déjà pas mal évolué. Donc on a globalement, par rapport à la dernière fois, plus de formats de compression. Et en général, les compressions sont meilleures que la dernière fois. Donc n'hésitez pas à mettre à jour aussi les modèles pour les nouveaux state of the art. Excellent. Du nouveau aussi avec le LM Studio qui a son propre serveur. Oui, les grosses valeurs sûres dont j'ai parlé la dernière fois sont toujours là. Il n'y a pas de studio. Il n'y a pas de studio. Il n'y a pas de studio. Il n'y a pas de problème. Alors, du coup, il y a qui il y a Llama CPP, il y a Cobol CPP, il y a LM Studio, il y a Ubabooga. Voilà, ils sont toujours là, avec plus de fonctions que jamais même. Et pour le coup, LM Studio et Cobol CPP restent les options les plus simples, finalement, pour démarrer. Okay. Donc, LM Studio, c'est une application que vous installez sur votre PC, hein, tout simplement, et qui vous propose même de télécharger les modèles directement dans son interface. Et en fait, il est très largement compatible. Ouais, tout est vraiment user-friendly.
Il est compatible avec Mixtral, Phi, Zephyr, DeepSeek, tout passe. Il se base sur l'AMA CPP d'ailleurs, hein, ce qui explique qu'il soit aussi largement polyglotte. Hein. LM Studio vous permet aussi d'utiliser votre carte graphique en CUDA, si vous avez du NVIDIA, ou en OpenCL, sinon. Vous pouvez mettre autant de couches que vous pouvez en RAM, en VRAM, et puis après le reste en RAM, il s'occupe de tout, c'est bon. Tout ça, c'est assez classique finalement. La plus grande nouveauté de LM Studio, c'est sa fonction serveur, par rapport à la dernière fois. Donc l'onglet avec la double Il y avait flèche... des solutions hein, qui fonctionnaient sur ce principe-là, et là, donc du coup, lui, il intègre cette logique de serveur Non, en plus. c'est pas du tout... Enfin, non, c'est pas exactement ça. Pardon. Non, c'est pas exactement ça. En fait, dans la barre, voilà, dans la barre à gauche, là, vous avez un onglet avec une double flèche, hein, c'est l'onglet serveur. Quand vous appuyez sur le bouton démarrer, il se passe rien. Sauf que le modèle qui est sélectionné, donc en haut de l'écran, là, vous sélectionnez votre modèle, il est disponible pour toute application qui le demande comme remplacement des GPT d'OpenAI. LM Studio se comporte comme un serveur de LLM qui est compatible avec l'API d'OpenAI et qui donc permet de remplacer le service payant par un service gratuit avec le modèle de votre choix. D'accord, ok. C'est pas un serveur web, hein, c'est un serveur je LLM. comprends la différence. Ouais. Tu vois En fait, une application immédiate et assez impressionnante de ça, c'est Open Interpreter, par exemple. Alors, il a pas mal évolué, je crois que j'en avais parlé un petit peu la dernière fois, il a pas mal évolué depuis le dernier épisode. Ça vaut le coup d'en parler pour montrer à quel point ça a évolué. Alors, Open Interpreter, c'est quoi ? C'est un logiciel open source qui, à l'origine, voulait reproduire la fonction de code interpréteur de GPT-4. Et depuis, il a évolué en une sorte de shell, c'est-à-dire de ligne de commande, comme on aurait sous Linux ou même sous Windows, hein, mais qui soit assisté par IA, c'est-à-dire capable d'écrire du code, de l'exécuter, de se servir des résultats ou de corriger les erreurs en faisant des allers-retours, comme ça, entre code, résultat, interprétation, etc. Par exemple, s'il y a un message d'erreur, Open Interpreter, il va le lire et il va suggérer une manière de corriger le problème. S'il manque une librairie Python, il va vous dire, voilà le code pour installer la librairie Python. Donc, par défaut, Open Interpreter, il va utiliser GPT-4 pour tout ça, hein, et il se révèle il se révèle capable d'agir sur votre PC. Il peut utiliser les données qui s'y trouvent, il peut changer des trucs, il peut virer des fichiers, donc il faut faire un petit peu attention. Évidemment, vous devez à chaque fois confirmer ce qu'il va faire, quoi. Et c'est assez impressionnant. Et ça peut vite devenir assez cher, parce qu'évidemment, si vous faites appel à l'API GPT-4, ça peut, c'est pas cadeau. Alors que faire ? Déjà, vous allez installer Open Interpreter, alors ça c'est pas bien dur, hein, parce qu'il faut avoir installé Python. Puis ensuite, vous faites pip install Open Interpreter, quoi. Bon voilà, si vous connaissez un petit peu Python, c'est extrêmement simple, vous installez juste le package Open Interpreter. De toute façon, tout est écrit, vous inquiétez pas sur le site web. Donc après, il suffit de le lancer en ligne de commande, donc vous faites interpréteur moins local, et évidemment, il faut aussi lancer un serveur qui va remplacer GPT-4 et qui va remplacer l'API d'OpenAI. Et c'est là que le serveur de LM Studio rentre en scène. Ok, c'est une utilisation hyper concrète de ce que tu disais, je comprends. Donc vous allez prendre votre LM Studio, vous allez charger un modèle pas trop débile dessus, et c'est lui qui va être chargé de répondre aux demandes d'Open Interpreter. Alors évidemment, vous n'allez pas avoir des résultats aussi spectaculaires que dans la démo, sur le site ou quoi que ce soit, parce que GPT-4 il est quand même balèze. Et donc, si vous voulez, si vous utilisez un modèle qui est gratuit et qui n'est pas très gros, parce que voilà, vous n'avez pas non plus de quoi exécuter un modèle énorme, vous n'aurez pas forcément la même qualité de génération. En plus, il faut un modèle avec un assez long contexte, et vous avez évidemment devoir avoir assez de puissance pour que la digestion du prompt, de prompt assez long, puisqu'il va y avoir beaucoup de dialogue en réalité, ne soit pas trop longue. Non, tout ça, c'est à vous de voir ce que vous avez, selon si vous avez des cartes graphiques, des GPU, des CPU, c'est à vous de voir. Alors, soit vous prenez un gros modèle, et vous êtes très patient, soit vous avez une carte graphique qui peut accueillir un bon modèle spécialisé dans le code, et le contexte qui va avec, et ça va beaucoup plus vite. Alors, votre serviteur a essayé sur sa RTX 2060 8 Go, et il a choisi DeepSeek Coder 6.7, qui donc rentre à peu près au chausse-pied sur sa carte graphique, et il est content. Ça rentre pas trop mal, c'est rapide, à la génération comme à la digestion, et ça produit effectivement du code qui est utilisé et exécuté directement. Alors, pour des tâches relativement complexes, ça reste un peu limité parce que le petit DeepSeek, il fait encore pas mal d'erreurs. Mais bon, pour des fonctions simples, ça suffit et c'est bluffant, en fait. Je lui ai demandé la liste des 100 premiers nombres premiers. Il m'a pondu le code. Il a pondu la fonction Python. Ensuite, il a exécuté le code tout seul. Enfin, il m'a demandé, mais après, il a exécuté le code tout seul. Après, je lui ai demandé la somme et le produit de ces nombres. Pas de souci, il a donné le code, le produit, etc. Et on a pu, comme ça, faire presque faire un dialogue, si tu veux, sur des morceaux de code qui s'exécutaient vraiment, quoi. Et donc voilà, donc
le max de la liste des nombres, tu vois, recalculer les listes de premiers inférieures à 1000, etc. Tout ça, ça se fait de manière... et ça marche avec DeepSeek, qui est un petit modèle, quoi. Hein. Mmh. Après, parfois, il faut le forcer à utiliser Python, parce que parfois, DeepSeek, il dit non, mais je sais pas faire, non, mais bon, voilà, si tu... C'est pas parfait, mais c'est déjà assez impressionnant avec un petit modèle comme ça qui tourne sur une carte graphique de gamer. Hein. Enfin, c'est une petite carte graphique de jeu, quoi, tu vois. Donc, c'est déjà pas si mal quand même. Et c'est un exemple, hein, on peut faire tourner Open Interpreter, évidemment, avec LM Studio, on peut le faire tourner aussi avec Ollama ou avec Yann. Alors, Yann, ça s'écrit Jan, en fait, J-A-N, qui sont de nouveau venus par rapport aux derniers épisodes. Hein. Il y a des trucs qui n'existaient pas, comme, enfin, en tout cas, Yann, je crois qu'il n'existait pas. Donc Yann en particulier, c'est une alternative à LM Studio qui soit complètement open source. Parce que je pense que LM Studio l'est pas. Donc il est gratuit, mais il n'est pas open source. Alors que Yann se veut une alternative aussi. Et il peut aussi servir d'interface en remplacement de GPT. Hein, si vous avez, et puis aussi, il peut même utiliser d'ailleurs l'API OpenAI. Si vous avez une clé OpenAI, vous pouvez la donner, vous pouvez utiliser GPT directement. Donc Yann, comme LM Studio, fonctionne aussi bien sur Mac que sur Windows que sur Linux. Hein, tout ça, c'est complètement universel. Ok, on continue, j'ai l'impression, avec les trucs qui fonctionnent sur des patates que tout le monde a, il me semble, GPT for All, non? Alors GPT for All, effectivement, on va en parler cette fois parce que c'est le logiciel... Alors, je ne sais pas si on en a parlé la dernière fois, peut-être, mais en tout cas, le logiciel s'est enrichi, donc il propose les mêmes services que Yann ou LM Studio, de base, et en plus, il a une petite particularité parce qu'il permet facilement de faire de la RAG. De la RAG RAG, alors c'est quoi la RAG? C'est la Retrieval Augmented Generation. C'est-à-dire qu'on augmente les générations de texte avec des données qui sont récupérées ailleurs, dans une base de données quelconque, mais qui soient externes au modèle de langage. Alors l'idée, c'est que les modèles de langage ont des connaissances propres, mais qui ne sont pas super fiables, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Enfin, ils ne savent pas, ils se plantent régulièrement, et ils ne savent pas quand ils se plantent. Et du coup, de toute façon, ils ne peuvent pas tout savoir non plus. Leur savoir est gelé en plus à une certaine période de temps, puis elle est digérée, si tu veux, donc forcément, tu peux pas... Je veux dire, tu as un modèle qui fait 5 gigaoctets, tu peux pas le demander d'avoir tout le savoir du monde, de toute façon, tu vois. Donc, ce que tu peux faire, c'est d'aller chercher des données dans une base de données standard, hein, ou via une API de ton choix, enfin, en tout cas, voilà, et injecter ces données dans le prompt pour que le LLM te rédige une réponse en langage naturel en se basant sur ces données. Il y a plein de manières de le faire. Donc, soit on fait un pré-traitement de la requête, donc voilà, avec un programme normal, hein, pour détecter le besoin d'avoir recours à des sources externes de données, et on fait la recherche, et après on injecte le résultat et on demande à la volée au modèle de langage de rédiger une réponse polie et poétique. Soit on entraîne le modèle à détecter lui-même qu'il a besoin de données externes, et on l'entraîne donc aussi à faire appel à des outils. Donc via des appels de fonctions, après, évidemment, tu as une phase d'analyse de la réponse, tu vois, quand on voit un appel à de fonction, il y a un programme qui l'exécute tout simplement, et voilà, tu peux après utiliser un petit peu ce que tu veux. C'est avec ce mécanisme, hein, que le modèle de langage derrière Bing peut rédiger des réponses en fonction de ce qui se trouve sur un site web. A priori, la manière de le faire est libre. Hein. On peut tout aussi bien utiliser la Wikipédia en direct et utiliser des formats de données différents, comme des bases de vecteurs, par exemple, pour faire de la recherche sémantique. La recherche sémantique, c'est un truc qui est assez ancien, en fait, hein, puisque c'est utilisé par Google Search depuis quelques années. L'idée, c'est de coder le texte dans un format qui permet de rapprocher des bouts de texte qui ont le même sens. Rapprocher au sens géométrique. C'est-à-dire que les textes sont envoyés dans un espace mathématique, et dans cet espace mathématique, les textes qui ont un sens proche sont aussi géométriquement proches, c'est-à-dire qu'ils sont à une distance qui est petite. Vraiment, on peut mesurer la distance qui est petite. Du coup, si tu fais de la recherche basée sur le sens, voilà, tu peux regarder ce qui est autour, tout simplement, au sens géométrique du texte qui est proche de toi. Donc tu envoies ta requête, donc les mots de la recherche dans cet espace, et tu regardes ce qu'il y a autour, et les mots qui sont pas loin appartiennent à des morceaux de texte qui pourraient correspondre à ce que tu cherches. Donc tu vas alors récupérer le texte qui correspond, et le LLM après va s'occuper de résumer ça et d'en faire une réponse cohérente. Et c'est exactement ce qu'on propose de faire de manière très simple GPT for All. Alors il vous faudra télécharger un autre petit modèle. Donc selon votre config, déjà il faudra évidemment vous choisir un modèle de langage de base, donc ça c'est à vous de voir. Et puis après vous allez télécharger un autre modèle qui s'appelle SBERT, et ne vous inquiétez pas, il est proposé dans la liste des modèles du logiciel, c'est très facile. SBERT est une variation de BERT, hein, qui est d'ailleurs le modèle de Google, et qui était un des premiers modèles de langage pour le coup, qui n'était pas génératif, mais qui était quand même très utile, et qui va s'occuper de cette phase d'embedding, c'est-à-dire cette phase où on plonge le texte dans cette représentation mathématique qui a du sens. Et ensuite, avec le petit icône cylindrique, hein, que vous verrez en haut à droite là, on va rajouter un dossier qui contient des textes qu'on veut traiter avec le LLM. Donc il y a une phase de digestion, qui n'est pas très longue, et qui se fait une fois pour toutes, hein, pour vectoriser les textes avec SBERT.
Ensuite, pourvu qu'une base de données soit sélectionnée, le chat devient une interface où vous pouvez poser des questions sur le texte en langage naturel. Alors évidemment, selon le formatage des textes d'origine et les performances du LLM que vous utilisez, vous n'aurez pas forcément des résultats fabuleux, mais vous pouvez demander des résumés ou poser des questions précises et utiliser des bases de données pour améliorer la fiabilité de votre modèle, et tout ça très très facilement, quoi. Alors j'avais parlé de Private GPT dans l'épisode précédent, il existe toujours, hein, mais il est quand même plutôt un outil pour les développeurs maintenant. Donc c'est moins un outil plus facile à utiliser comme ça. Il s'est aussi d'ailleurs beaucoup étendu en termes d'objectifs, hein, puisque c'est plus juste de la RAG, hein, il fait aussi... ça tend à devenir une suite d'outils complète pour ingérer des LLM, pour intégrer des LLM à des applications. Ce qui font d'ailleurs, on peut penser à LangChain en fait. Donc GPT for All, c'est aussi un logiciel intéressant, même si, me semble-t-il, lui ne fait pas serveur. Ok, du nouveau aussi côté Cobalt CPP et Silly Taverne. Est-ce qu'on avait parlé de Silly Taverne? Honnêtement, ça me parle pas, mais je peux tout à fait l'avoir oublié. Ouais, non, je pense pas. Enfin bon, toujours est-il que le serveur intégré, c'est devenu un classique. Et d'ailleurs, Cobalt CPP, par exemple, possède désormais une API par défaut aussi. Alors, Cobalt CPP, c'était déjà une véritable star à l'époque. Hein. Bon, vous pouvez vous reporter à l'épisode précédent parce qu'il n'a pas beaucoup changé en surface, finalement. Il fonctionne de la même manière. Hein. Il a quand même intégré pas mal de nouvelles choses. Alors, déjà, il est compatible avec une masse de LLM différents, encore plus grande, bien entendu. Sur plusieurs générations d'ailleurs de GGML, c'est le format qu'il adopte, donc il n'utilise que le GGUF, il se base sur la masse CPP, et il intègre désormais une interface graphique de lancement qui facilite le paramétrage et tout, donc il a évolué. Et il lance toujours un serveur web local avec une interface toute mignonne que vous pouvez utiliser via votre navigateur, hein, qui est d'ailleurs ultra légère, et avec laquelle vous allez discuter donc avec votre LLM ou jouer avec des jeux de rôle, ce que vous voulez. D'ailleurs, il y a toujours plus de scénarios possibles, toujours plus de formatage de prompts intégrés. Bon. Évidemment, il a évolué, mais il n'a pas changé fondamentalement. Alors d'ailleurs, c'est important encore, je reviens encore une fois sur le formatage de prompt, mais c'est vraiment très important parce que, en fait, on avait déjà dit dans l'épisode précédent que un modèle de langage ne discute pas. Il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour prédire les mots et puis c'est tout. Le truc, c'est que si vous voulez faire un truc qui se comporte comme ChatGPT, c'est-à-dire qui répond à des questions, souvent vous allez le surentraîner pour réagir à des formats de prompt. C'est-à-dire, en gros, si vous avez des formatages genre dièse instruction, dièse réponse. Et en fait, c'est tout simple. Hein, le modèle est entraîné, quand il voit dièse question, il sait que c'est une question, et il sait aussi que pour répondre, il doit mettre dièse réponse, et en fait, ça permet comme ça d'aider à intercepter comme ça ces chaînes de caractères pour pouvoir gérer le flow du dialogue. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, tous les modèles qui sont des modèles dits instruct, c'est-à-dire des modèles qui sont prévus pour le chat, donc des modèles qui sont soit chat, soit instruct, ils ont un système de prompting et qu'il faut le respecter parce que sinon il peut se planter tout simplement. Et donc, si vous utilisez Mistral Instruct ou Mixtral, vous avez un preset donc qui s'appelle, en l'occurrence, Mistral utilise le preset lama de chat. Donc si c'est celui-là que vous devez utiliser, que vous devez sélectionner dans Cobalt CPP, mais aussi dans tous les autres logiciels pour tirer le meilleur parti de votre modèle. Si vous utilisez OpenRMS, par exemple, c'est ChatML, le truc. Si vous utilisez DeepSeek, le format de prompting, c'est Alpaca. Alors, comment je le sais? Parce que tout ça, c'est écrit dans les notes que fournit TheBlock sur GainFace. Et c'est là que vous allez télécharger vos modèles, donc vous faites défiler, vous regardez quel style de prompting il faut utiliser pour chaque modèle. Bon, Cobalt CPP intègre aussi désormais les grammaires. Bon, on va pas forcément revenir dessus, je crois qu'on avait parlé, mais bon, bref, je sais plus. Il intègre de nouveaux samplers comme MinP. Il intègre la possibilité aussi de mettre des synthèses vocales, donc avec la voix intégrée de Windows, ou bien un serveur XTTS, alors voilà, qu'il faudra paramétrer par ailleurs, c'est tout un autre sujet. Et puis, il y a aussi l'accès par API, qui se fait au format Cobalt en général. Alors, Cobalt, parce qu'en fait, Cobalt CPP s'appelle comme ça parce que c'est une fusion de Cobalt, qui est un logiciel qui existait déjà avant, et de Lama CPP, c'est pour ça que ça s'appelle Cobalt CPP. Et donc le format Cobalt est utilisé par d'autres logiciels, et en particulier il est utilisé par Silly Taverne, qui donne une interface web beaucoup plus complète et beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus agréable, et que vous pouvez utiliser comme alternative à Cobalt CPP ou à Ubabuga d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que Silly Taverne? C'est une interface pour Power User. C'est une interface où on peut charger facilement des fiches de personnages pour faire du roleplay. La fiche de personnage que vous trouvez sur plein de sites, comme Chub.ai par exemple, chub.ai. Attention, voilà, on peut gérer plein de chats simultanément.
avec ça. Chub.ai, attention, c'est pas un site pour les enfants, parce qu'il y a beaucoup de robots conversationnels qui sont prévus pour des trucs pas très catholiques. Et bon, voilà, donc vous pouvez gérer des chats, les enregistrer sur Silly Tavern, etc. Vous pouvez mettre des musiques, changer les fonds, changer la taille, les arrière-plans. Vous avez des options de reconnaissance vocale, de synthèse vocale. C'est un poil compliqué à mettre en place, puisqu'il faut paramétrer des serveurs supplémentaires, si vous voulez par exemple de la synthèse vocale ou de la reconnaissance vocale, mais ça peut être vraiment, vraiment très, très, très évolué. Mais sans aller jusque-là, Silly Tavern propose des fonctionnalités qui sont plus simples et qui sont vraiment sympas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous utilisez Silly Tavern, vous l'installez. Il faut le connecter ensuite à une instance lancée par ailleurs de Cobalt CPP. Donc vous commencez par lancer Cobalt CPP avec un modèle que vous aimez bien, puis ensuite vous lancez Silly Tavern et vous le connectez à Cobalt CPP. Ils peuvent être sur le même ordinateur ou pas d'ailleurs, c'est à vous de voir. Et vous pouvez utiliser aussi Llama CPP qui a aussi un serveur, ou vous pouvez aussi utiliser OpenAI si vous avez de l'argent et une clé à payer, une clé pour leur API. Bon. Alors, une fois connecté, vous pouvez discuter avec des personnages que vous créez ou que vous allez importer. Il y a pas mal d'options pour améliorer tout ça. Par exemple, vous pouvez utiliser des sprites, des dessins de votre interlocuteur ou interlocutrice qui changent en fonction de ce qui est dit, en fonction du contenu du texte. Silly Tavern propose en option un moteur de reconnaissance de sentiments du texte, qu'il utilise pour changer les expressions de l'avatar. Du coup, vous pouvez avoir une sorte de visual novel. C'est fou, ça. Totalement ouvert et fascinant. Donc, et c'est assez facile en réalité. Donc vous avez effectivement un personnage très bien dessiné, qui peut être une waifu ou n'importe quoi d'autre, et qui peut réagir vraiment à ce que vous dites, et qui peut changer d'expression en fonction du contenu. C'est facile à mettre en œuvre. Donc sur Chub.ai, donc attention, warning, site interdit au moins de 18 ans, vous pouvez facilement trouver des personnages avec des pads d'expression. Vous pouvez facilement les importer très facilement. Alors pour les trouver, c'est facile, vous faites filtrer et vous cochez Require Expression Pack, c'est-à-dire vous voulez des packs d'expression. Et après, vous les importez en pack, vous importez le zip en gros dans Silly Tavern et puis c'est fini. Vous pouvez faire des chats de groupe avec Silly Tavern, avec plusieurs IA différentes qui peuvent intervenir et discuter entre elles. Silly Tavern est très puissant, il y a plein d'options, il y a plein d'extensions aussi. L'interface est très jolie, très réactive, et vous n'êtes pas du tout obligé de faire du roleplay érotique avec Hatsune Miku ou Your On vous a vu les créatifs. Vous pouvez aussi utiliser, juste pour le confort, avec un bon vieux Mistral Instruct ou avec un DeepSeek, vous pouvez juste avoir envie d'utiliser pour le confort. Donc l'installation est plutôt assistée. Le plus simple, c'est d'utiliser le Simple Launcher de Silly Tavern. Vous pouvez tout gérer via votre navigateur, c'est bien pratique. Une fois lancé, l'interface est dispo sur le port 8000, et puis après, vous connectez votre bon vieux Cobalt CPP, c'est parti. Il faudra peut-être aller farfouiller dans le fichier de configuration YAML pour mettre le serveur en accès libre si vous voulez y accéder par d'autres clients. Donc je vous laisserai regarder ça, c'est assez facile en réalité. Et en tout cas, l'interface est agréable, et on peut la protéger par mot de passe. Ce qui est bien utile, parce que ça veut dire que si vous avez envie, vous pouvez rendre ça public sur Internet, et puis vous pouvez donner le mot de passe juste à quelques personnes, ou rien qu'à vous, et vous pouvez n'importe où accéder à votre propre LLM chez vous, avec une interface très jolie, etc. etc. Excellent, même pendant les vacances, tu peux en profiter, c'est génial. C'est Mika Drone, que j'avais cité avec son avis Apple Podcast dans l'épisode hebdomadaire, qui va être content, les Laura sur Oobabooga. Oui, alors parlons de Oobabooga, alors là encore, il ressemble toujours globalement à ce qu'il était au premier épisode, parce qu'on avait déjà parlé de Oobabooga, qui était un petit peu un incontournable aussi. Alors il intègre déjà plus de loaders, cela dit, alors il comprend toujours le GGUF et ses dernières versions, mais il a aussi des petits nouveaux comme Xlama, ou AutoAWQ, Quip ou HQQ. Vous voyez, encore d'autres formats de compression, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Okay. Alors GGUF, c'est toujours le format obligatoire pour l'inférence CPU, on en a parlé. Donc dans l'ensemble pour GPU, c'est AWQ qui surclasse GPTQ, qui est plus précis et plus rapide sur le papier, et Xlama 2 qui est le plus rapide de tous. Mais je passe pas forcément le plus précis. Pour la taille, ça dépend de la précision cible. Alors, donc, Xlama 2, c'est le format qu'on appelle souvent EXL2, qui se présente sous la forme d'un fichier Safe Tensor, comme AWQ d'ailleurs, ou comme Quip. Donc il commence à y avoir un potentiel gros bordel là-dessus, parce qu'il y a plein de formats différents qui ont tous les mêmes extensions, bon bref. Quip est encore assez répandu, alors il y a Quip et Quip Sharp. Quip est pas très utile d'ailleurs, c'est Quip Sharp qu'il faut utiliser. On en trouve quelques-uns. Franchement, ça reste confidentiel. AQLM, pour l'instant, ça n'existe pas encore. Je veux dire, c'est pas encore vraiment développé. Quoi qu'il en soit, vous trouverez des trucs sur Hugging Face et même Oobabooga sera capable de vous les télécharger.
Il intègre aussi de très nombreux formatages de prompts, donc pour tout le monde, hein. Donc c'est les prompt templates. Dans les prompt templates, vous allez, vous mettez les prompts pour Mistral, pour OpenHRMS, etc., comme avec Cobol CPP. Donc voilà. Alors j'ai eu l'occasion de tester aussi vite fait l'entraînement, effectivement, sur Babooga. Donc l'entraînement, c'est-à-dire le fine-tuning avec des LoRa. Donc alors je ne vais pas re-rentrer encore une fois dans les détails de ce que c'est un LoRa, hein. Donc vous avez un onglet Training sur Babooga qui vous permet de créer un LoRa pour un modèle que vous avez téléchargé. Donc un LoRa, un adaptateur, hein. Donc c'est un adaptateur que vous entraînez sur un corpus de texte que vous fournissez et qui va influencer votre modèle de la manière que vous voulez. Alors, autant le dire tout de suite, ça n'a pas marché. Pour moi, ça n'a pas marché. J'ai dû télécharger l'extension Training Pro et c'est elle qui a marché. Alors voilà, donc je ne sais pas pourquoi Training Pro a marché et Training ça n'a pas marché chez moi, mais bon, c'est comme ça. Alors je vais vous dire ce que j'ai constaté personnellement, même si ça a pu changer entre-temps, évidemment, et que je suis pu me planter lamentablement. Mais bon, mon expérience utilisateur avec ma petite carte graphique qui a l'avantage d'être assez représentative des cartes, du bas peuple, hein, je veux dire, tout le monde n'a pas une A100 à utiliser, tu vois, pour fine-tuner son modèle, on va dire. Et donc, c'est vrai que la première chose, évidemment, c'est d'avoir des données et une carte graphique quand même, avec 8 Go de VRAM minimum, parce que je pense que, voilà, déjà, j'ai eu du mal, donc je pense qu'en dessous, c'est pas trop gérable. Alors, avec du texte, donc voilà, les données que vous voulez, et une carte de 8 Go de VRAM, vous pouvez créer des LoRa de rang correct 128, par exemple, voilà, sur un petit modèle de 7 milliards de paramètres. Maximum. Il faudra rester modeste hein, sur les réglages. J'ai pas réussi à faire de LoRa pour Mistral, je sais pas pourquoi. Bon, mais en tout cas, seuls les Lama 2 et ses variantes fonctionnent. Donc ça a fonctionné, mais voilà, que Lama 2. Pour les données, ça peut être du texte brut, tout simplement, ou du JSON, c'est selon. Donc ça va contenir les exemples, tout simplement, à donner au modèle pour changer un peu son comportement. Donc un truc très con, hein, si vous voulez qu'il écrive spontanément un peu comme Shakespeare, bah vous allez lui filer des textes de Shakespeare. Si vous voulez le forcer à adopter un formatage spécifique dans un contexte donné, donc à sortir par exemple triple dièse réponse, quand il faut sortir triple dièse réponse, ce genre de truc, ben, il faudra quelques centaines d'exemples de cette structure, probablement en JSON, d'ailleurs ce sera probablement mieux, etc. Donc, vous devez télécharger un modèle non compressé au format transformer. Donc un modèle brut en 16 bits hein, que vous voulez modifier. Donc le tarif, c'est donc 14 gigaoctets pour un modèle de 7 milliards de paramètres. Et il faut aussi tous les fichiers annexes, hein, tous les fichiers annexes que vous trouverez sur Hugging Face, hein, mais de toute façon, Babooga le fait pour vous, hein, vous donnez l'adresse et c'est bon. Ensuite, il faut bien s'assurer d'activer l'option Load in 4 bits, parce que sinon, ça passera jamais sur votre GPU. Il faut mettre Auto Device et charger en 4 bits, parce qu'évidemment, sinon, vous n'avez pas assez de mémoire. Ensuite, vous allez dans l'onglet Training Pro, vous pouvez télécharger l'extension directement dans Babooga, et c'est là qu'on va faire notre QLoRa, précisément, puisque c'est un LoRa quantized. Donc c'est un LoRa quantifié, c'est-à-dire compressé. Selon votre dataset, vous allez prendre par exemple text file, et vous allez trouver le fichier que vous aurez déposé dans le dossier Training Dataset de votre installation Babooga. Ça doit être un dossier, si vous avez plusieurs fichiers, ça doit être un dossier dans lequel vous mettez vos fichiers, quoi. En lien dans les notes, vous avez le wiki officiel, hein, donc on va passer en revue les principaux réglages, parce qu'ils sont intéressants aussi d'un point de vue machine learning, quoi. Donc vous allez choisir le rang de votre LoRa, et en fait le rang, c'est le nombre, enfin c'est indirectement le nombre de poids que vous allez entraîner. Donc au plus il est gros, au plus il y a de paramètres, et au plus c'est long, et c'est coûteux. Mais au plus le LoRa peut contenir d'informations. Donc avec un rang de 16 ou 32, on va capturer le style. Avec un peu plus, on va commencer à choper du contenu. Donc à voir ce qui vous convient le mieux pour ce que vous voulez faire. Alors le LoRa alpha, traditionnellement, il est mis à 2 fois le rang, mais c'est pas universel. En fait, le LoRa alpha, c'est une sorte de scaling qui indique l'intensité de l'influence du LoRa. Parfois, on peut le mettre à la même valeur, d'ailleurs, que le rang, parfois un peu moins, ça dépend. Bon, le context length et les batch size sont des valeurs très importantes et très délicates, qu'on retrouve tout le temps, d'ailleurs. Hein, bon. Le contexte, c'est la longueur des portions de texte sur lesquelles on va s'entraîner, ce qui veut dire qu'au plus elle est longue, au plus on va saisir la structure profonde du texte. Ce qui veut aussi dire que si vous voulez juste entraîner à répondre à des structures simples pour du chat, peut-être pas la peine de mettre des contextes, voilà, ça dépend de la longueur pertinente de vos exemples, quoi. Alors bien sûr, plus c'est long, plus ça prend de mémoire, avec des contextes plus longs, évidemment, sachant que vous pouvez pas aller au-delà de la limite de votre modèle, bien entendu. C'est 4096 pour la MA2. Et en pratique, de toute façon, avec une carte de 8 Go de RAM, on peut viser les 256 par là, quoi, mais pas beaucoup plus. Le batch size, c'est le nombre de blocs de longueur, donc par exemple 256, qui seront faits en parallèle. En général, plus c'est mieux. Mais bon, si on est en dèche de mémoire comme nous, il faut rester sobre, donc on va faire pas plus de 4.
De toute façon, on peut faire aussi des exemples en série plutôt qu'en parallèle, et c'est ce qu'ils appellent le gradient accumulation step, qui permet de lisser la courbe de l'os, et de faire comme si on avait des batchs, mais sans bouffer d'orme. Donc ça, d'ailleurs, c'est à utiliser de préférence, honnêtement. Dans notre cas, c'est mieux. Époque, c'est en fait, c'est extrêmement, c'est pareil dans le machine learning, il y en a tout le temps. L'époque, c'est le nombre de fois que le dataset sera lu par le modèle. Et le learning rate, c'est le rythme avec lequel on va modifier les poids à chaque passe, enfin pour chaque exemple. Donc il faut que ce soit assez petit, mais pas trop, parce que sinon c'est pendant des milliers d'années. Mais si c'est trop gros, ça va être foireux. Donc en gros, ne touchez pas trop à ce genre de truc, parce que voilà, c'est délicat. Les checkpoints, ce sont des sauvegardes qui se créent toutes les X itérations, hein, et qui sont capitales, parce qu'elles permettent de faire une pause, tout simplement. Tu fais une pause, tu testes le bordel, et après tu continues ensuite, ou alors tu reprends à zéro si c'est vraiment nul. Donc voilà, touchez à rien d'autre pour l'instant. Donc j'ai eu des résultats qui sont pas mauvais avec Dementor, qui est sur du texte non structuré. Donc Dementor, ça aide si on fait si on fait un entraînement qui est pas très long, en fait, et ça va être notre cas, parce que sur une petite GPU comme la mienne, ben, ça prend quand même un petit bonbon de faire 500 itérations, hein. Donc bon. Alors, si tout va bien, vous allez avoir un graphique qui va finir par se dessiner. C'est la courbe de l'os. Là, c'est la courbe d'erreur. En fait, c'est l'erreur qui est faite par le LoRa en fonction des étapes d'apprentissage. Donc, évidemment, ça commence très haut et normalement, ça doit descendre. Donc, c'est ce qu'on appelle la courbe de l'os, voilà, de perte. Donc, la tronche typique d'une courbe de l'os, c'est un truc qui décroît vite au début, puis qui décroît beaucoup plus lentement, mais qui oscille toujours de manière un petit peu bordélique, pas mal autour d'une tendance à la baisse, comme ça. Donc, si vous voyez pas ça après, disons, 1 heure ou 2, il y a peut-être un souci. Et si ça baisse plus, si ça baisse, voilà, si votre truc oscille mais baisse plus, c'est probablement que vous avez saturé le LoRa et que c'est pas la peine de continuer, quoi. Donc pour tester le LoRa, en fait c'est extrêmement simple, hein. Vous allez voir dans le dossier LoRa de votre installation, vous le chargez. Alors évidemment, oui, normalement il y a un fichier donc dans le dossier LoRa, vous pouvez le charger directement sur Obabuga, vous pouvez apply LoRa, évidemment avec le même modèle que vous avez utilisé pour l'enregistrement, sinon ça va faire n'importe quoi. Et puis, vous pouvez tester pour voir si ça fait le boulot attendu. Et si oui, félicitations, vous avez fine-tuné votre premier modèle de langage. Wow. Alors, si vous n'avez pas de GPU du tout, ou un truc qui a vraiment pas assez de VRAM, vous pouvez aussi fine-tuner un modèle sur votre CPU, tout seul, avec ses petits bras. C'est très long. Non, mais quand je dis très long, c'est des jours et des jours de calcul. Oui, ok, d'accord. Mais c'est possible, et c'est un ajout récent de Lama-CPP qui est devenu, malgré son nom, un outil universel, hein, quasiment. Ok, écoute, pourquoi pas, après tout, si on a quelques jours devant soi et que ça ne nous gêne pas de mobiliser des ressources pour ça, ça peut être intéressant. Écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'on a fait le tour du coup de tout ce que tu voulais partager en patch pour les modèles? On va finir avec Lama-CPP quand même, puisqu'on en a... Voilà, je croyais que c'était ce que tu voulais évoquer là justement sur le fait de... Lama-CPP, oui, Lama-CPP, c'est vrai qu'on a quand même bien évolué, ce serait à tout seigneur tout honneur. Lama-CPP peut toujours, en ligne de commande, vous permettre d'utiliser un modèle de langage comme avant. Voilà, il n'y a pas de problème. Il est plus compatible que jamais. Donc, il est compatible avec à peu près tout. Donc, Lama, Mistral, les modèles Mixtral, donc les modèles d'experts, les Qwen, les DeepSeek, les Falcon, les Orion, et même les trucs encore, parce qu'il y en a d'autres, il y a InternLM, etc. Bon, il y a encore Quel foutoir. Et bon, il est même compatible avec des modèles multimodaux. Alors, il est compatible CPU, GPU, CUDA, OpenCL, Vulkan, désormais aussi, et bientôt SciCL. C'est pour les plateformes Intel, en réalité, SciCL, c'est pour les GPU ARC en particulier, ce genre de truc. Donc, les deux, super universel, le truc vraiment cool. Et en plus, il s'interface avec tous les langages sous forme d'API. Donc, ça veut dire que vous pouvez le programmer en Go, en Java, en C++, en Python, ce que vous voulez. Donc, ça, c'est cool. Et puis, bien entendu, il possède son serveur. Alors, le serveur qui a un nom assez cool, il s'appelle serveur.exe, qui permet de créer... Pas très créatif, Latif, ok. Non, mais bon, qui permet de créer un mini serveur web de test, mais qui permet surtout de créer une API web compatible OpenAI pour utiliser avec d'autres logiciels comme Silly Tavern, par exemple, mais entre autres. Des économies en perspective. Alors, il sait aussi faire de l'inférence spéculative. Donc, l'inférence spéculative, c'est vous prenez deux modèles, un petit modèle tout petit qui fait un brouillon et un gros qui corrige si besoin. Mais s'il n'y a pas besoin de corriger, du coup, c'est tout bénef et donc c'est censé aller plus vite. Alors, il faut que les deux modèles soient bien appareillés, c'est-à-dire qu'ils... il faut qu'ils soient un peu de la même famille, on va dire. Et puis, il faut surtout que la différence de taille soit très très marquée. Alors moi, j'ai pas réussi à avoir de bons résultats parce qu'il faudrait que j'essaye avec un modèle très très gros comme un 70B et un modèle très très petit comme un 7 ou un 3D. Il faut être capable de faire tourner gros, quoi.
Voilà, il faut être capable de faire tourner le gros. Ça viendra. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais bon, ça viendra à un moment donné, j'essaierai. Donc voilà, c'est un truc intéressant. Vous pouvez convertir et compresser vos propres modèles, et vous pouvez entraîner un petit lama à partir de zéro. Vous avez des masses de Oh, texte, si vous voulez. Vous pouvez entraîner un petit lama de quelques millions de paramètres comme ça, et voilà, par exemple, je sais pas, un truc tout con, hein. Vous voulez créer un petit modèle qui produit des haïkus, à partir de quelques milliers d'haïkus, voilà, vous avez téléchargé quelques milliers d'haïkus, vous faites tourner ça un bon petit moment quand même, hein, à partir de zéro, et puis voilà. Bon, c'est plus éducatif qu'autre chose, mais c'est marrant. ça peut pas faire, Il y a un truc. ça peut pas faire des choses sur la base de chroniques de Tech Café. Non, il n'a pas assez, j'imagine. Non, mais si. Alors, il y a beaucoup. Tu sais qu'il commence à y avoir beaucoup de textes, mais le truc, c'est que Oui, j'imagine. il faudra un modèle assez gros, Ok. et bon, sur CPU. Ouais, bien sûr. Bon, après, le vrai truc un peu plus utile, c'est effectivement l'exécutable Fine-Tune, qui est utilisé pour créer des LoRa comme au Babooga. Mais d'ailleurs, le truc, c'est qu'il ne crée pas enfin, c'est pas tout à fait comme au Babooga, parce qu'il ne crée pas des CLoRa, c'est-à-dire des LoRa compressés, mais des vrais LoRa. Des LoRa en full précision. Donc c'est plus précis, c'est meilleur, mais c'est aussi plus long. Fine-Tune fonctionne parfaitement avec un simple CPU, hein, mais attention, il est conseillé d'utiliser des modèles de base qui sont non compressés, ce qui accroît d'autant plus la RAM nécessaire. Ce qui veut dire qu'avec 32 Go de RAM et un processeur 6 à 8 cœurs minimum, hein, vous pouvez créer un LoRa pour un petit modèle de 7 milliards de paramètres, moyennant plusieurs jours de calcul. Donc c'est pas forcément idéal, mais bon, si vous voulez bidouiller et vous faire un LoRa, même si vous avez juste un ordinateur voilà, de base, pourquoi pas. Faut savoir que si vous avez un ordinateur pas très puissant comme un 4 acres, c'est des semaines de calcul que ça va vous prendre. Mais bon, c'est à vous de voir. L'outil est en ligne de commande, il est donc pas extrêmement, pas super intuitif à Un peu utiliser. barbu, quoi. Donc j'ai mis un lien dans les notes vers un tuto assez complet sur rentry.org. C'est par Rentry CPU LoRa. Et bon, perso, j'ai pu faire un LoRa avec, j'ai pu faire un LoRa avec Mistral, avec Lama CPP, mais ça couille pour un rang au-delà de 23, je sais pas pourquoi. Bon. Ok. En tout cas, pour les Lama, il n'y a pas de souci. Sachant que la RAM reste un problème et que c'est vraiment, vraiment très très long. Ok, écoute, je t'imagine parfois derrière ton bureau comme ça le soir, une petite bougie allumée encore à faire tourner ton PC avec les ressources dont tu disposes pour le bien-être de la découverte de ces environnements pour Tech Café, pour nos auditeurs. C'est top. Du coup, c'est bon. Est-ce que tu as des choses que tu voulais rajouter en enseignement, ça confirme quand même, hein, en gros, ce que tu disais, c'est que c'est un environnement qui était balbutiant et foisonnant et qui s'est avéré continuer d'être très riche. Il y a énormément de gens et de communautés qui contribuent à ces évolutions-là et il y en a pour tout le monde, j'ai l'impression, de plus en plus. Ça devient de plus en plus accessible avec des ressources équivalentes pour des résultats qui sont de plus en plus convaincants. On peut repousser les limites aussi avec notamment des gros modèles, j'ai l'impression. Et c'est, enfin, je sais pas, vers quoi on peut se tourner à moyen terme, à court terme et à moyen terme. C'est un peu compliqué de le dire, mais je peux imaginer qu'il va y avoir un palier quand même au bout d'un moment. Ça va être peut-être difficile d'arriver à franchir certaines étapes, non? Alors évidemment, C'est c'est dur donc de voilà, prédire. mode Madame Ouais, Irma. voilà, c'est ça. Je sais que c'est toujours un peu compliqué, mais Ça va pas, je pense pas que enfin, je pense pas ça peut pas aller sur le même que ça truc, quoi. ralentisse Ah, vraiment maintenant, ok. parce que en fait, il y a des modèles qui sortent et ils sont toujours plus efficaces. Et je pense qu'on a encore une marge de progression sur les modèles. Ok. Ça Après, pourra pas de durer toute 10 ans comme façon, ça, tu vois, sinon on va arriver à quoi dans... alors disons non, mais après non. Moi, je te dis que dans l'année qui Ouais, vient, je vois pas de ok, ralentissement d'accord. en tout cas, Ok, parce qu'il y a toujours de nouveaux modèles qui sont toujours encore plus puissants. Il y a toujours des nouvelles manières de les faire fonctionner en les compressant mieux, ouais. en optimisant vraiment, tu vois, pour que la taille soit vraiment la plus petite possible et la précision la meilleure possible. Donc tout ça, ça fonctionne. On voit aussi des logiciels qui, voilà, par exemple Open Interpreter. Mhm. Ça, c'est pas le seul en fait, hein. Il y en avait un autre que j'ai pas eu le temps de tester, mais bon, qui est aussi est utilisé pour ça, si tu veux, qui utilise des LLM pour faire autre chose, tu Mhm. vois. Et bon, je pense que utiliser l'LM pour faire autre chose que juste discuter avec, mais pour comme moteur de décision pour faire d'autres choses, Ouais. ça aussi, ça va devenir de plus en plus grand public. Et puis, au niveau du matos, ça évolue, hein. Je veux dire, les gens ont de plus en plus de RAM, des Ouais. processeurs de plus en plus puissants, déjà de base, ça c'est Mhm. normal. Et en plus, si tu veux, c'est devenu un enjeu. Faire tourner des IA, c'est devenu un enjeu pour ceux qui font les processeurs, les cartes graphiques, évidemment. Mhm. Et du coup, on va voir arriver déjà la prochaine vague de microprocesseurs, donc de CPU, hein, vont intégrer des moteurs de calcul spécifiés, Ah des là là. NPU, hein, Ouais. des moteurs de calcul spécifiques pour les IA.
Et donc tout ça, c'est encore un nouveau monde qui s'ouvre, tu vois. Il est évident qu'AMD va intégrer ce genre de truc aussi dans ses cartes graphiques. Et donc finalement, le matériel aussi va s'adapter à cette demande-là, tu vois. Et donc on va pouvoir faire fonctionner ces trucs encore plus facilement, encore plus rapidement à l'avenir. Et clairement, ça arrivera en local dans les téléphones très très prochainement, hein. Je veux dire, des trucs comme Fi ou comme, je sais plus, mini CPM, c'est des trucs qui fonctionnent sur téléphone déjà aujourd'hui. Excellent. C'est pas optimisé, mais ça va le devenir. Et donc, oui, je pense que ça va se généraliser encore. Ah, on va s'éclater. J'ai l'impression vraiment qu'on assiste à ça en temps réel. C'est trop bien. Merci infiniment pour toute la préparation et les exercices pratiques que tu as dû mener chez toi. Et je sais par avance qu'on a toujours des petits retours sur ce type d'épisode. Donc, continuez à le faire parce que c'est hyper important, hein, d'avoir vos feedbacks et de nous confirmer que ça a vraiment un apport pour vous, une découverte. Donc, merci beaucoup pour vos retours sur techcafé.fr dans les commentaires, sur le serveur Discord de TechCafé, techcafé.fr/Discord. Et puis évidemment, hein, comme toujours, si jamais ces infos vous intéressent, vous sont utiles et contribuent à vous faire passer un bon moment accessoirement, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Guillaume, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, toi ? Écoute-moi, on me retrouve sur le bon coin en train de chercher un serveur pro d'occasion pour essayer de charger un 70B correct, parce que bon, voilà, il faut ce qu'il faut. Ouais, je te comprends. Continue à t'équiper. Je suis Guillaume Vendée. Un serveur pro pas cher, bien sûr. Oui, sinon, autant payer des accès à GPT-4, voyons, sinon c'est... Bon, philosophiquement, c'est pas la même chose. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouverez pas normalement dans les jours à venir avec les mêmes démarches d'expérimentation de Guillaume, mais j'aimerais trouver du temps pour me plonger dans ces exercices pratiques. J'ai l'impression qu'en plus, je peux laisser passer un petit peu de temps et qu'il y aura encore des nouveautés qui vont arriver très prochainement. Donc, il n'est pas urgent d'attendre pour découvrir, mais il y aura aussi du mieux à suivre à l'avenir. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.